Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition du premier mois, sinon du mois d'août. Le trésor, c'est dans un instant. L'éducation s'impose à la première page de cette édition. Le bilinguisme international, c'est-à-dire le français et arabe, devait symboliser l'unité dans la diversité au Tchad face aux inégalités perçues, aux infractions irrégulières, sinon au clivage identitaire. Cette dualité linguistique est-elle un levier d'union ou un fermement de division? Nous dit Madi Dangar. Josiane nous fait le point. Inscrit au cœur de la constitution tchadienne, le bilinguisme français et arabe est proclamé richesse nationale. Il a pour ambition de transcender les clivages géographiques et culturels, unifiant les citoyens du Nord comme du Sud sous une bannière linguistique commune. Dans les écoles, les services publics et les médias, cette cohabitation linguistique entend garantir un accès équitable au savoir, à l'information et à l'administration. Mais cette noble ambition se heurte à des réalités complexes. Sur le terrain, des voix s'élèvent pour dénoncer un déséquilibre. Ici, le français prédomine. Là-bas, l'arabe semble dominer. Cette perception d'injustice alimente dans certaines zones un sentiment d'exclusion, voire une crispation identitaire. Là où le bilinguisme devrait rassembler, il divise parfois. De nombreux citoyens, surtout dans les zones rurales, se retrouvent marginalisés lorsqu'ils ne parlent pas la langue de l'administration locale ou de l'enseignement. Le bilinguisme devient alors un enjeu de pouvoir, instrumentalisé au gré des contextes politiques et sociaux. Pourtant, cette dualité linguistique pourrait devenir un socle solide pour la cohésion nationale, à condition d'être gérée avec équité. Hors de toute instrumentalisation, la solution réside dans un engagement étatique fort, promouvoir les deux langues à l'égalité dans les programmes éducatifs, professionnaliser leur enseignement et garantir un traitement équitable dans les institutions publiques. Le bilinguisme au Tchad ne doit pas être une compétition, mais plutôt une complémentarité. Il peut être une force si, loin des calculs politiques, il devient un véritable outil d'intégration, de reconnaissance mutuelle et de dialogue interculturel. Car l'unité nationale se construit aussi dans le respect des langues qui parlent les cœurs. La journée mondiale du cancer du poumon est observée chaque année le 1er août. Cette journée vise à sensibiliser le public aux facteurs des risques liés aux symptômes, au traitement et à l'importance de la prévention de cette maladie qui est l'une des principales causes de décès dans le monde. Quels sont les défis et perspectives à cette occasion? Roselyne Diecourbois répond. La journée mondiale du cancer du poumon, célébrée chaque 1er août dans le monde, a pour objectif spécifique de sensibiliser le monde sur les enjeux liés à cette maladie, informer sur les causes du cancer du poumon, tabagisme, exposition à des substances toxiques, pollution, etc. À cette occasion également, les spécialistes du poumon encouragent la population sur les méthodes préventives afin de promouvoir l'arrêt du tabac et la réduction de l'exposition aux cancérogènes. Le dépistage précoce, qui est un moyen indispensable, n'est pas à négliger. D'où la nécessité d'encourager les personnes à risque à consulter un médecin en cas de symptômes persistants, toux chroniques, essoufflement, douleurs thoraciques, etc. D'après les spécialistes de la santé, il a été approuvé que le cancer du poumon soit le 2e cancer le plus fréquent chez l'homme et le 3e chez la femme, et environ 80 à 90% des cas sont liés au tabagisme. Cette journée rappelle l'importance de lutte contre le tabagisme et des avancées médicales pour vaincre cette maladie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec l'avis d'une personnalité en la matière pour plus de précision. Merci Ndikourba. Roselyne, le choléra continue à faire des victimes dans le camp des réfugiés de Dougui à l'est du Tchad. Plusieurs cas confirmés et déjà 4 décès. L'alerte sanitaire est lancée et si Djamel a été épargné pour l'instant, la population doit faire preuve de vigilance afin de prévenir cette maladie. Suivez le commentaire de Koynito Jack, Jeannette.
L'épidémie déclarée dans le Ouaddaï rappelle brutalement que le choléra reste une menace réelle, surtout dans les zones où l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène sont précaires. Transmis principalement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, le choléra peut entraîner une déshydratation sévère, voire la mort en quelques heures. Face à ces dangers, chaque citoyen peut ou doit jouer un rôle actif dans la prévention. En N'Djamena, bien qu'aucun cas n'a été signalé, la menace peut se rapprocher si les mesures d'hygiène de base ne sont pas respectées. Les gestes à adopter dès maintenant sont se laver fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger, après les toilettes ou avoir manipulé des déchets. Boire uniquement de l'eau potable si l'eau du robinet ou du puits n'est pas sûre. Il faut la faire bouillir ou la désinfecter avant de la consommer. Éviter les aliments crus ou mal cuits ainsi que les repas vendus dans les conditions insalubres. Lavez soigneusement les fruits et légumes avant consommation. Ne jetez pas les ordures ménagères n'importe où et comment. L'environnement propre, c'est une protection pour tous. Signalez immédiatement tout cas suspect de diarrhée aiguë à un centre de santé le plus proche. Le choléra n'a pas encore franchi les portes de N'Djamena, mais il ne connaît ni frontières ni distance. La meilleure défense, c'est la prévention. Chacun dans son quartier, dans sa maison, peut contribuer à maintenir la capitale à l'abri. La santé publique commence par des gestes simples. Restons prudents, responsables et solidaires. Autre volet de l'actualité, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a organisé une journée d'échange et de dialogue avec les responsables des médias, des organisations professionnelles et les journalistes. C'était hier au ministère des Affaires étrangères. Elle a pour but d'insuffler une nouvelle dynamique dans leurs relations. Écoutons à ce sujet Alao Chanel et Ronel Karel. Ils étaient environ une centaine de journalistes et responsables de la presse nationale à échanger hier avec la AMA sur les objectifs d'une nouvelle dynamique dans leurs relations. Une initiative qui vise à outiller les hommes des médias sur l'éthique et la déontologie, le traitement de l'information et mettre la lumière sur plusieurs zones d'ombre. La présidente de la AMA s'est appesantie sur le thème « Régulation des médias, mission, attribution » et la vision de la AMA. Sa vision à travers cette journée d'échange et de dialogue est de créer une parfaite harmonie entre la AMA et les médias. Sa vision à travers cette journée d'échange et de dialogue est de créer une parfaite harmonie entre la AMA, les médias et l'ensemble du personnel de la presse nationale afin de maintenir un contact permanent permettant un dialogue à la AMA, d'accompagner l'émergence d'une presse dynamique en phase avec le développement technologique et professionnel. Nous avons voulu avoir cette journée pour qu'on puisse échanger avec l'ensemble des professionnels du secteur pour qu'on soit au même niveau d'information quant aux défis, perspectives, mais aussi notre mission et l'exercice quotidien de la profession. C'est une première qui ne sera pas certainement la dernière. De temps en temps, il faut qu'on trouve les moments, les moyens de pouvoir s'asseoir et ensemble pouvoir discuter des problèmes qui nous préoccupent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Sûrement, on ne va pas pouvoir les engager au même moment. Donc peut-être qu'on va prendre des moments pour s'asseoir pour parler uniquement de la carte. D'autres moments, on va parler uniquement de l'aide de la presse, uniquement de la formation, uniquement de la régulation avec les défis du numérique. Donc on continuera le dialogue, on va le maintenir et sûrement on aura des moments où on va s'asseoir pour pouvoir échanger sur ces questions-là de manière spécifique. Au cours de cette assise, plusieurs participants ont laissé parler leur cœur sur les manières dont les journalistes sont traités. Ces derniers ont suggéré des riches recommandations pour apporter des pistes de solutions aux différents facteurs qui minent les médias. Enfin, elle a prodigué quelques conseils sur la posture, mais aussi sur le comportement vestimentaire, tout en rassurant que les recommandations seront prises en compte pour améliorer les conditions des différents médias et ses personnels. Notons que la journée d'échange et de dialogue fera le diagnostic des relations de la AMA avec les acteurs de la presse nationale.
Merci de continuer de suivre cette édition de 13h. La deuxième édition du Festival du mouvement socio-culturel du peuple Sahara qui a eu lieu à Garoua au Cameroun du 25 au 26 juillet dernier a vu la participation de la délégation venue du Tchad, du Soudan, du Nigeria, la RCA et le Cameroun, pays organisateur. Païdixem Sadok, de retour de Garoua, nous fait le point. Le festival L'Ounoudi regroupe en son sein les filles et fils issus des différentes tribus de la communauté Sahara, notamment les Bagirmi, Barma, Dai, Gor, Kenga, Laka, Mongo, Mbaye, Mouroum, Nar, Ngama, Ngambaye, Pen, Sarakaba, entre autres. Les Sahara sont l'un de 250 groupes ethniques estimés au Cameroun. On les retrouve dans les zones culturelles qui s'étendent du lac Tchad à la région de l'Adamawa. Connus comme étant les descendants des légendaires Saou, les Sahara auraient leur origine dans la vallée du Nil, plus particulièrement en Nubie. Peuple à la taille haute et lancé, à l'allure puissante et au trait fin. Ils ont de lointaines parentés avec les Wolofs du Sénégal et les Sahara collés du Haut-Nil. Les plus nombreux sont les Ngambaye, suivis par les Mbaye, les Gouley et les Madingaye. Au-delà de l'estimation, la désignation Sahara signifie les fils de Ra, le dieu soleil dans la mythologie égyptienne. La société Sahara est essentiellement égalitaire et ne connaît pas d'autre autorité que celle du chef de famille. L'association L'Ounoudi, consciente de la dispersion du peuple Sahara, caractérisée par la diversité socio-culturelle et soucieuse du développement économique, social, intellectuel et culturel de sa communauté, s'est fixé les objectifs de promouvoir, valoriser, vulgariser et protéger la culture, les traditions ainsi que le patrimoine de la communauté Sahara, rassembler les filles et fils et Sahara dans le but de favoriser une meilleure connaissance des uns et des autres. Promouvoir le développement économique, social et intellectuel de l'homme Sahara, favoriser et renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre toutes les composantes de la communauté Sahara, lutter contre les grands fléaux sociaux, favoriser la promotion sociale de chaque membre, sans oublier le développement collectif, renforcer le dialogue et le règlement pacifique des conflits. Ce festival a permis aux organisateurs d'élire la Miss L'Ounoudi et la prestation des artistes venus du Tchad, de la RCA et ceux du Cameroun. Au-delà de son aspect culturel, ce moment a été riche en retrouvailles pour des idées et de partage en communion. C'est dans cette optique que l'association a entrepris de rassembler le peuple Sahara autour d'un moment remarquable d'échange et de partage à travers le festival Congrès L'Ounoudi, rendu sa deuxième édition sous le thème « Célébrons la diversité culturelle Sahara pour promouvoir la paix et le développement des Cameroun émergents ». Hors de nos frontières, au lendemain des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale guinéenne dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2025, le gouvernement s'est exprimé à travers un communiqué officiel. Il dresse un premier bilan provisoire et exprime sa solidarité aux victimes. Suivez le commentaire de Kouabari Maloum Esther avec le récit de Yaki Lydia. Le gouvernement de la République de Guinée a appris avec une profonde tristesse les pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Conakry dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025. Selon les premières informations disponibles, les intempéries ont causé la mort de plus de 7 personnes et provoqué de nombreux sinistrés dans plusieurs quartiers de la capitale. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et réaffirme sa compassion ainsi que sa solidarité envers toutes les victimes de cette tragédie. Face à la récurrence de ces phénomènes extrêmes, l'exécutif appelle la population à faire preuve de vigilance accrue en cette saison de pluie et à respecter les consignes de sécurité, à suivre attentivement le bulletin et alerte des services météorologiques. Par ailleurs, des instructions ont été données aux services compétents pour porter assistance aux familles touchées et pour renforcer les dispositifs de prévention et de secours dans les zones les plus exposées. Le gouvernement affirme rester pleinement mobilisé aux côtés des citoyens et réaffirme son engagement à protéger les vies humaines et bien faire face aux effets du changement climatique. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi 24 juillet que la France allait reconnaître l'État de Palestine à partir de septembre 2025. Cette décision a été prise par une majorité
par une majorité de pays dans le monde en application des résolutions de l'ONU. À cet effet, le continent africain a été à la pointe. Suivez à ce sujet le commentaire de Sanodji Mandel Nerambay avec le récit de Frida Ketem. Mesdames et messieurs, la technique me fait comprendre que l'élément, s'il n'est pas prêt, toutes nos excuses, vous aurez plus de précision dans la grande édition de 19h30. Sinon, merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien.